Bienvenue sur Zoom In. On va se pencher sur un sujet qui nous touche tous les jours, le système monétaire. C'est une machine complexe, souvent obscure, mais qui façonne notre quotidien. On va essayer de comprendre comment l'argent est créé, qui le contrôle, et surtout quelles sont les conséquences pour nous, les citoyens, et pour les pays. Accrochez-vous car on va découvrir des choses assez surprenantes. En effet, on parle beaucoup d'argent, mais on sait rarement d'où il vient. Commençons par une idée reçue. La plupart des gens imaginent l'argent sous forme de billets et de pièces, imprimés par les banques centrales. Mais en réalité, ce cash physique ne représente qu'une toute petite partie de la masse monétaire, environ 3%. Ah bon, c'est étonnant aussi, Laurette. Et le reste alors? Il vient d'où? Le reste, plus de 87% de l'argent en circulation, est créé numériquement par les banques commerciales, sous forme de dette. Lorsqu'elles accordent des prêts, c'est un point crucial à comprendre. La majorité de l'argent n'est pas imprimé par un gouvernement, mais créé par des banques privées. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Mais du coup, cela veut dire que le système monétaire est en grande partie contrôlé par les banques privées. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette situation est en partie due à un vide juridique. En 1844, la loi sur la charte des banques a donné à la Banque d'Angleterre le monopole d'émission des billets de banque. Mais à l'époque, personne n'imaginait l'avènement de la monnaie numérique. La loi n'encadre donc pas cette création monétaire virtuelle, laissant le champ libre aux banques commerciales. D'accord. Donc il y a une faille dans le système, en quelque sorte. Mais concrètement, quelles sont les conséquences de cette création monétaire par les banques privées? Il y en a plusieurs, et elles sont importantes. Tout d'abord, cela alimente un cycle de boom et de crash économique. Pour faire simple, une économie qui fonctionne bien selon les critères actuels nécessite toujours plus d'emprunts. Plus les gens empruntent, plus les banques créent de la monnaie, et plus l'économie a besoin d'emprunts pour continuer à tourner. C'est un cercle vicieux. Donc le système est conçu pour que l'endettement augmente constamment. Oui, on peut dire comme ça. Et ce système a des conséquences bien réelles. Prenons l'exemple de la crise financière de 2007. Avant la crise, la masse monétaire au Royaume-Uni avait triplé en seulement 10 ans, principalement à cause de la création monétaire par les banques. Et tout cet argent créé a-t-il profité à tout le monde? Pas vraiment. Sur 10 ans, les banques ont créé 200 milliards de livres sterling, alors que le Trésor public n'en a créé que 18 milliards. On voit bien le déséquilibre. Cet afflux massif d'argent a notamment alimenté la bulle immobilière, avec une flambée des prix d'immobilier qui a profité aux propriétaires, mais qui a rendu l'accès à la propriété beaucoup plus difficile pour les jeunes générations. On voit bien que ce système a des gagnants et des perdants. Exactement. Et ce n'est pas le seul problème. Cet argent créé par les banques alimente aussi l'inflation. Plus il y a d'argent en circulation, plus les prix augmentent. Surtout pour les biens essentiels comme le logement ou la nourriture. C'est vrai qu'on a tous vu les prix augmenter ces dernières années. Mais on nous dit souvent que l'inflation est un phénomène normal, voire nécessaire pour la croissance économique. C'est un débat complexe. Il est vrai qu'une faible inflation peut stimuler l'économie, mais une inflation trop élevée, comme celle que l'on observe actuellement dans de nombreux pays, est néfaste. Elle érode le pouvoir d'achat des ménages et elle pénalise particulièrement les personnes les plus modestes. Donc la création monétaire par les banques a des conséquences directes sur notre porte-monnaie. Absolument. Et ces conséquences ne se limitent pas à un pays. Le système monétaire actuel a aussi un impact sur les relations internationales. Prenons l'exemple des pays en développement. Ils sont souvent contraints d'emprunter en devises étrangères, comme le dollar ou l'euro, ce qui les rend très vulnérables aux fluctuations des taux de change. Je vois. Si la valeur de leur monnaie baisse par rapport au dollar, leur dette devient encore plus lourde à porter. Exactement. Et cela peut les conduire à des situations de surendettement, avec des conséquences économiques et sociales dramatiques. Mais il existe des institutions internationales, comme le Fonds monétaire international, qui sont censées aider ces pays en difficulté. Non. Oui, mais les solutions proposées par ces institutions ne sont pas toujours adaptées, souvent. Elles imposent des politiques d'austérité, des privatisations et des ouvertures des marchés qui ne font qu'aggraver la situation. Donc le système actuel ne profite pas à tout le monde. Loin de là. On a parlé des problèmes. Mais y a-t-il des solutions possibles pour changer ce système gai? Heureusement, oui. Il y a de nombreuses propositions alternatives. Par exemple, certains économistes proposent de créer une monnaie internationale gérée par une institution publique mondiale, ce qui permettrait de stabiliser les taux de change et d'éviter les manipulations monétaires. D'autres proposent de revenir à un système d'étalon d'or, c'est-à-dire une monnaie adossée à l'or, ce qui limiterait la création monétaire excessive. Ce sont des idées intéressantes. Mais est-il réaliste de penser qu'on puisse vraiment changer un système aussi complexe et aussi puissant que le système monétaire actuel? C'est un défi de taille, c'est certain. Mais il faut se rappeler que ce système n'est pas une fatalité. Il a été créé par des hommes.
et il peut donc être modifié par des hommes. Le changement est possible, mais il nécessite une prise de conscience collective et une mobilisation citoyenne forte. C'est un message d'espoir important. On ne doit pas se résigner. Absolument. Il est temps de réfléchir à des alternatives, à des solutions plus justes, plus durables. Plus humaine. Et comment faire pour que ces solutions voient le jour? La première étape est de s'informer, de comprendre comment fonctionne le système actuel et quelles sont ses limites. Et il ne faut pas oublier que la finance n'est pas seulement une affaire de chiffres et de statistiques. Derrière ces mécanismes complexes, il y a des vies humaines, des familles, des communautés entières qui sont impactées par les décisions prises par les institutions financières. C'est un point important. On a parfois tendance à l'oublier. À voir l'économie comme une science abstraite, déconnectée de la réalité. Mais en fin de compte, c'est bien notre quotidien, notre capacité à vivre dignement, à subvenir à nos besoins, à construire un avenir pour nos enfants, qui est en jeu. Exactement. Et c'est pour ça qu'il est crucial de démocratiser le débat sur le système monétaire, de le rendre accessible à tous, de faire en sorte que chaque citoyen puisse comprendre les enjeux et se faire sa propre opinion. Oui, il faut sortir de cette logique où la finance est réservée à une élite d'experts et redonner aux citoyens le pouvoir de décider de leur avenir économique. Tout à fait. Et cela commence par une meilleure éducation financière, dès le plus jeune âge. Il faut apprendre aux enfants comment fonctionne l'argent, d'où il vient, comment il est créé, comment il circule. C'est vrai que l'éducation financière est souvent négligée dans les programmes scolaires. Pourtant, c'est une compétence essentielle pour naviguer dans le monde d'aujourd'hui, pour prendre des décisions éclairées en matière d'épargne, D'investissement? de consommation. Absolument. Et cela permet aussi de développer un esprit critique face au système actuel, de ne pas accepter les choses comme elles sont, de se poser des questions, de chercher des alternatives. Alors, quel système monétaire voulons-nous pour l'avenir GIEC? Un système plus juste, plus équitable, plus durable. Un système qui serve l'intérêt général, plutôt que les intérêts d'une minorité gay. C'est la question que nous devons collectivement nous poser. Qu'il n'y a pas de réponse simple, pas de solution miracle. Mais il est important d'ouvrir le débat, d'explorer les différentes options, de réfléchir ensemble à des alternatives qui répondent aux défis de notre époque. Et de ne pas avoir peur de remettre en question le statu quo, de penser en dehors des sentiers battus, d'imaginer des solutions innovantes. Exactement. Le changement est possible. Mais il nécessite un engagement de tous, une volonté collective de construire un monde meilleur. Merci de nous avoir éclairés sur ces questions complexes. Nous espérons que cette émission vous aura donné matière à réflexion et vous aura incité à vous intéresser de plus près au fonctionnement du système monétaire. N'oubliez pas que l'avenir est entre nos mains. Informons-nous, engageons-nous. Et ensemble, construisons un système monétaire au service de l'humanité et du bien commun. À bientôt pour une nouvelle découverte sur Zoomen.